Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à la conférence en ligne mensuelle, donc celle qui a lieu le dernier vendredi de chaque mois. Nous sommes le vendredi 29 janvier 2016, c'est la première conférence en ligne de cette année 2016. Alors on va chercher justement à se projeter sur l'année 2016 et puis bien sûr par les trading, par les stratégies de marché avec une volatilité des marchés qui s'est renforcée depuis le début du mois de décembre, qui s'est renforcée en janvier, et encore ce matin, vous le constatez, une action d'une banque centrale qu'on n'attendait plus forcément, puisqu'elle avait quand même beaucoup agi, et elle ne le faisait plus ces derniers mois, baisse des taux de la Banque centrale du Japon, taux négatifs. Peut-être aussi que cela présage de ce que fera la Banque centrale européenne en mars prochain, baisser ses taux en négatif plutôt que renforcer le quantitative easing. Alors, j'ai le grand plaisir de recevoir comme premier invité ce matin, et je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Toute cette conférence, elle est réalisée à titre purement indicatif, aucun conseil de trading. Euh, les risques financiers, bien sûr, liés à l'investissement boursier, qu'il s'agisse des CFD, des devises ou de l'investissement boursier de manière générale. J'ai donc le plaisir de recevoir en première invité ce matin Noël Clément, le vainqueur de la dernière édition des Talents du Trading BFM Business. Noël Clément, c'est un day trader. Il sera avec nous aujourd'hui pendant 2h30. Alors pas 2h30 ce matin, entre 9h et 10h ce matin pour quelque chose de pédagogique. La méthode décryptée, vous allez l'entendre, il va vous parler pendant 1 heure et vous expliquer point par point sa méthode. On parlait tout à l'heure de l'entonnoir, comment partir d'un ensemble de facteurs pour arriver à quelque chose de très fin qui sera le paramètre d'une décision de trading. C'est ce qu'il va tenter de vous expliquer. Et cet après-midi, entre 14h et 15h30, Noël Clément sera avec vous pour une session de day trading live. Donc ce matin, il vous explique comment il fait. Bon, il va quand même suivre le marché, hein. Vous avez le CAC là sous les yeux. Mais ce matin, il vous explique le fond de sa méthode. Et cet après-midi, on l'applique au marché. Je serai avec lui pour un live d'1h30 pour le PIB des États-Unis. Et on verra si à ce moment-là on prend ou pas une position en intraday sur le CAC, le DAX ou d'autres marchés. Je vais laisser la parole à Noël Clément, donc installez-vous confortablement. Il va vous parler en vous détaillant sa méthode. Sachez que lors des prochains jours, cette méthode sera mise à l'écrit sous la forme d'un article sur DailyFX. Voilà, comment partons d'un ensemble de facteurs, de décisions pour en arriver à la stratégie de trading paramétrée. Et bien c'est ce que va tenter de nous expliquer Noël. Noël, je te cède la parole. Et puis on se retrouvera donc cet après-midi, toi et moi, pour 1h30 de trading live pour le PIB US. Eh bien bonjour tout le monde. En préambule, bonne année aussi, puisque c'est encore le temps de pouvoir souhaiter à tout le monde cette merveilleuse année qui commence dans le calme. Donc voilà, comme le disait Vincent Gann, donc je suis Noël Clément. Je ne vais pas revenir donc sur le sujet. Simplement aujourd'hui, donc j'ai 1 heure, donc je ne sais pas. Donc c'est un premier exercice que je fais. Donc, comme sur les marchés, donc on doit s'attendre à tout et être prêt à tout. Bien cet exercice-là, bien je le prends de la même manière et donc on va voir donc si j'arrive à vous intéresser. Alors, je vais essayer d'aborder donc ce sujet sur 4 points que j'ai développés sur ma méthode. Donc là, je vais déjà donc les citer à la suite. La première, donc, qui va concerner l'analyse technique et avant tout donc l'analyse qui pour moi donc est une analyse et avant tout très humaine. La deuxième qui concerne la compréhension de l'environnement et le contexte du marché. La troisième partie qui concerne la détection des catalyseurs possibles qui vont enclencher les probables mouvements directionnels. Le quatrième point qui est de déterminer les objectifs, les cibles, qui permettent, elles, de générer de l'argent et du cash. Et le cinquième point qui, lui, après, donc, va boucler cette boucle, qui nous permettra de revenir à la première, qui concerne le money management et la confiance et le doute que l'on a donc, quand on est face au marché. Alors vous pouvez intervenir, je n'ai pas encore trop l'habitude des messages, mais je sais que vous pouvez donc écrire. Voilà, donc Vincent me montre comment on fait pour les sons. D'accord. Donc, premièrement, ce préambule, donc, ça concerne déjà le plaisir d'aborder le marché, l'analyse
technique proprement dite, qui est d'abord avant tout donc la passion que l'on a tous vis-à-vis donc de cette façon donc d'aborder ce sujet. L'analyse financière, en particulier donc boursière, qui consiste donc pour moi donc à comprendre qu'est-ce que le sentiment humain. L'analyse financière et boursière sont en réalité, comme je vous le disais, donc de l'analyse humaine. D'après moi, nous ne traînons pas du dollar ou des euros ou tout autre actif, mais avant tout des émotions. Donc pour moi, l'analyse du marché, le trade en lui-même, donc c'est d'abord avant tout donc de trader des émotions. L'actif principal échangé sur les places boursières, c'est en fait le sentiment humain qui est traduit en données binaires, échangeables et tradables. Dès lors que l'on accepte cette idée, on comprend mieux pourquoi les mouvements de foule sont transposables dans des mouvements observés sur le marché financier. Donc pour moi, voilà, c'est la genèse de mon approche, au-delà de laquelle donc tout le reste a pu en découler. Là, ce texte-là dont parlait Vincent, donc il va être mis en ligne. Donc c'est à peu près donc là je ne vais pas le lire en continu. Il faut que je parle plus fort. Ok. Euh, donc pour moi, voilà, donc il faut donc déjà donc comprendre donc quel est son environnement de marché. Le comportement d'un ensemble euh, de personnes, donc la foule pour moi c'est vraiment très puissant et aussi constitue en son sein donc une très très forte inertie. Autant un individu peut s'arrêter net, qu'une foule d'individus répond beaucoup plus à l'image d'une masse d'un 38 tonnes, comme d'ailleurs c'était la remarque que j'avais faite hier lorsqu'il y a eu la décision de la Fed où on ne traite plus, je dirais, quasiment avec un seul contrat, mais c'était quasiment donc par milliers de contrats. Eh bien, c'est de la même manière. On ne peut pas donc, à l'image donc d'un 38 tonnes ou d'un train de marchandises lancé à grande vitesse, on ne peut pas donc l'arrêter. Un individu, oui. Ce qui se passe actuellement donc avec la crise de doute que l'on a donc en Chine en ce début d'année 2016, tout comme cela s'est passé en 2008 ou plus tard en 2011, et bien d'autres crises répond à un état d'esprit général mondial qui glisse vers plus de crainte et beaucoup moins de confiance. Donc je ne vais pas maintenant donc analyser donc les étapes précises. Là aujourd'hui donc c'est simplement donc une approche vraiment donc de méthode. Cet après-midi, on va donc voir plutôt, je dirais, du concret sur des approches. Parce que pour moi, un analyste, ok, donc il permet donc d'apporter donc des notions pour pouvoir trader. Maintenant, le trader, lui, il est all-weather. C'est-à-dire qu'on n'a pas normalement donc besoin d'attendre que le marché donc se prête pour que l'on puisse rentrer. Normalement, d'après moi, donc un trader doit être capable de rentrer sur un marché, peu importe le moment, peu importe la situation, parce que sinon, si on attend la meilleure des situations, on ne rentre jamais. Ou quand on rentre, c'est trop tard. Euh, donc voilà, pour moi, un trader, donc il est tout temps et à tout moment. Alors la deuxième étape, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui s'enclenche dans ces recherches se fonde sur la détection et l'accumulation d'indices interconnectés entre toutes les places boursières. J'avais déjà vu donc avec Vincent ce sujet-là, puisque lui il avait abordé justement le contexte donc, de l'intermarché, non pas la société donc l'enseigne, mais le fait donc de pouvoir connecter les différents marchés et qui permettait de voir donc, quelle était l'influence de l'un par rapport à l'autre. Parce en fin de compte, tous ces marchés, on parle des marchés, moi je parle d'un seul marché. Parce que pour moi, donc, le marché ne s'arrête jamais. Et c'est le même qu'il soit donc, au Japon. D'ailleurs, on a bien vu aujourd'hui donc, la décision donc, de la Bosch de passer donc, le taux de dépôt en négatif, qui a donc fait une clôture sur le Nikkei donc, à plus de 8. On voit bien donc, que ça a une influence aussi sur ce matin, sur le marché cash, où on a un gap haussier donc, sur plusieurs places boursières. Donc en définitive, c'est le même marché. Il ne s'arrête pas. L'ensemble des devises et l'indice boursier, indice matières premières, taux obligataires, les marchés options, les marchés de futurs, tout ceci constitue pour moi qu'un seul et unique marché. Pour moi, la notion donc, de multiplicité n'existe pas. L'interconnexion s'est mise en parfaite adéquation
avec la faillite de Lehman Brothers en 2015, en 2008, pardon, le 15 septembre 2008. Et l'appellation crise systémique bancaire a trouvé donc son acte de naissance ce jour-là. La planète s'est vue concernée donc par un sujet alors que le fabricant de chaussures ou celui qui vendait de la téléphonie était aux antipodes de ces marchés corrélés, et bien lui-même était aussi influencé donc par cela. Donc on voit bien donc que le marché donc dans l'ensemble donc influence absolument tout le monde et toutes les notions. L'interconnexion c'est aussi et encore donc plus présent donc de nos jours, influencé aussi par les systèmes informatisés, les systèmes connectés. Le trading à haute fréquence a aussi un autre rouage qui pour moi est aggravant. La confiance, la peur, la cupidité, l'euphorie, autant de sentiments, et on en revient encore aux sentiments qui s'insinuent dans les esprits des gérants, les hedge funds, mais aussi les investisseurs individuels qui forment euh, eux aussi donc un ensemble diffus de forces. Donc les consensus ont pour effet de polariser les foules et de les placer donc au centre, aux portes des grands enfin à la même image donc du fait d'être à l'entrée donc des magasins donc de victuailles ou au bord du gouffre. C'est-à-dire qu'à chaque fois donc on est juste au bord d'un précipice et donc on attend. Le premier consensus est pourvoyeur de promesses, voire de fantasmes les plus fous. On a bien vu donc l'attente des décisions donc de Monsieur Draghi ou l'attente de décision de Madame Yellen. Et le jour de l'annonce, donc la parole divine, le décalage haussier donc se forme. Donc on voit bien que à chaque fois donc il y a une influence qui est générale. Le deuxième consensus s'insinue souvent et différemment, car refoulé, voire ignoré ou pire nié. Les peurs se vérifient par ce manque d'envie d'investir. Euh, voilà, donc ça, ce sujet-là, donc là, je vais donc peut-être le développer par la suite. Donc c'était le domaine essentiellement donc du marché qui était pour moi unique. La troisième étape, eh bien, elle consiste à trouver des catalyseurs. On est bien d'accord, hein, ce n'est pas l'analyse technique qui va définir quel est le mouvement, mais c'est bien le catalyseur qui lui va se greffer sur une situation technique qui à un moment donné, donc quand ce catalyseur arrive, eh bien il va pouvoir donc après donc générer donc des mouvements et des décalages. Aujourd'hui d'ailleurs, je fais un petit aparté. On voit qu'il y a un point commun d'ailleurs sur tous les indices, notamment sur le CAC, on a parlé tout à l'heure donc sur le S&P. Euh, on voit donc des structures, Vincent donc, est en train de regarder, on voit des structures donc ce que l'on appelle en épaule tête épaule inversée. Ce sont des structures de creux. Et on arrive donc à lire ces structures assez facilement dans le sens où on est aujourd'hui, déjà aussi hier, à la porte donc de lignes de coup qui sont sur le point d'être franchies. Donc ça voudrait dire que potentiellement donc elles sont haussières. Même si hier on a eu donc des décalages à la baisse sur le DAX et sur d'autres indices. Maintenant là donc ces structures là sont potentielles haussières. Donc ces catalyseurs vont permettre à un moment donné donc de franchir ces lignes de coup et après donc pour aborder donc l'étape suivante donc d'aborder après donc les cibles potentielles. On pourra donc en parler après. Donc la transformation de ces situations de force ou de faiblesse, puisqu'on a aussi la même chose donc récemment donc, qui était plutôt des structures de baisse, ou de faiblesse donc en actes réels donc sont absolument sans aucune équivoque. Certains y trouveront après les vraies raisons fondamentales. C'est vrai que très souvent donc on va expliquer fondamentalement, bien oui, effectivement il s'est passé telle chose ou telle chose, mais en amont, avant même qu'il y ait le mouvement, il y a une structure existante. Et c'est vrai que l'analyse technique vous permet donc à ce moment-là donc, de prendre des positions avant. Alors qu'effectivement il y a des conjonctions d'éléments. Nous avons tous connu des annonces statistiques similaires, de mémoire dans les périodes différentes. Ces mêmes bonnes statistiques ont eu deux issues différentes. Nous pouvons même nous souvenir d'une série de très très bonnes stats qui ont eu un effet sur des résultats très négatifs. Des bonnes stats avaient des conséquences négatives, alors que quelques années auparavant, ces très bonnes stats avaient donc des conséquences positives. Et pourtant, c'était les mêmes. Simplement, c'est parce que le contexte technique et le contexte de marché étaient différents. Le sentiment était différent. Donc c'est important donc, de pouvoir donc,
analyser au départ la situation technique et de voir après donc comment va se plaquer un élément fondamental, un élément catalyseur qui va lui donc après donc donner une conséquence différente. Donc c'est bien au départ une situation donc technique qui va donc définir dans quel sens on va aller. C'est une preuve, si tant est qu'il en faille une, que c'est l'environnement de marché et surtout l'environnement technique qui détermine l'issue et l'interprétation d'une statistique. Au cours de l'année, il y a eu de nombreux rendez-vous fondamentaux qu'il faut identifier. Il faut placer sur un agenda en amont, c'est d'où l'intérêt donc de faire une analyse contextuelle. Pourquoi donc Parce que l'influence de cette date ne se produit pas le jour J, mais souvent, très souvent bien avant. L'influence donc d'un événement, très souvent donc, va se produire quelques jours avant. Et le jour J, parfois, donc on va dire on va vendre la nouvelle, oui, c'est simplement parce que donc la capacité donc à générer donc de l'argent ou bien d'en perdre se fait donc avant donc la nouvelle, puisqu'il y a des anticipations. Rappelons-nous d'ailleurs, voilà, l'annonce de Mario Draghi, donc qui au début de l'année 2015, alors qu'il devait annoncer donc un probable QI, ces 2 semaines avant la réaction, s'est produite donc sur un bottom. Hein, je parle donc du mois de janvier donc 2015. Alors même que la BNS donc annonce le 15 janvier 2015 la fin du blocage donc de 1 euro pour 1,20 € franc suisse, enfin 1 euro franc suisse, 1,20 €, 1 franc 20 pardon, cela n'entame pas donc la hausse future, voire même la décrédibilise, car elle valide l'affaiblissement attendu futur de l'euro face à toute monnaie. Bien sûr, à ce moment-là, donc le QI normalement devait affaiblir l'euro, c'était le but. C'est d'ailleurs pour ça que la BNS donc, a choisi donc d'arrêter donc son plafonnement donc avec l'euro. Rappelons aussi l'annonce une fois donc, de M. Mario Draghi donc, en octobre sur son intention de soutenir le marché. Tout le monde s'attendait donc, à ce qu'il le soutienne. Et c'est entre le 30 septembre et que le marché a enclenché le début de la hausse pour exploser le 22 octobre, le jour de l'annonce. Donc c'est bien donc le 30 septembre qu'on a commencé donc déjà donc à monter, et c'est le 22 octobre donc on a franchi de mémoire, c'était les 4738 pour aller après donc en direction des 5000 il me semble. Voilà, des 5000. Et donc à chaque fois le contexte technique donc était devenu positif et propice à l'explosion. On avait donc un contexte qui était propice donc à l'annonce, mais auparavant il y avait une construction qui nous a apporté, qui nous a amené à ce niveau-là. Aujourd'hui, donc en ce début de 2016, l'ensemble des indices boursiers se sont orientés dans des configurations très dangereuses, qui se sont vues validées suite aux annonces statistiques et économiques catastrophiques de la Chine. Donc c'est bien elle qui nous a précipités vers le sud. Fondamentalement, ce n'est pas la Chine qui nous a précipités dans le gouffre, mais l'effet catalyseur des annonces, des statistiques appliquées dans les rouages d'un environnement technique malade et affaibli du marché. Parce que, effectivement, cet environnement malade ne date pas donc des événements chinois qui se sont produits justement donc avec le 2 ou le 3 janvier, il me semble, par rapport à des statistiques sur la croissance qui nous a donc précipité sur des gaps. Auparavant, le marché était déjà malade fin décembre. Et c'est cette situation donc de faiblesse qui a fait que le marché donc s'est précipité vers le bas. Donc c'est bien un catalyseur qui a enclenché donc ce mouvement-là par la suite, mais c'est pas lui qui a déclenché la baisse. C'était un environnement déjà technique affaibli qui a permis donc d'aller donc très bas. Donc la quatrième étape donc c'est les cibles. À partir du moment donc on arrive donc à lire, parce qu'en définitive le marché donc nous parle. Et le but, c'est d'arriver à comprendre ce qu'il nous dit. D'ailleurs, très souvent, donc, ce n'est pas l'analyse technique qui est mauvaise quand on se trompe, c'est plutôt l'analyste en lui-même. Et je ne me dédouane pas de cela, parce que moi-même, je suis analyste et parfois, donc, je lis mal le marché. Mais c'est pas l'analyse technique qui est en cause, c'est plutôt ma lecture. Eh bien, à partir du moment donc, où ces étapes donc, sont vraiment très précieuses, et dès lors que le déclenchement donc, est réalisé, il s'agit donc d'en déterminer donc, la portée, l'objectif et la façon dont ces cibles peuvent être ralliées. Les extensions et les invalidations probables doivent être évaluées. Tout est possible, comme toute chose qui régit notre vie. Ici, c'est aussi une constante. Pourquoi c'est une science humaine. D'après moi, bien sûr, tout l'analyse du mouvement donc des foules, on en a parlé tout à l'heure, permet de mieux contrôler donc en théorie les réactions possibles que les réactions donc erratiques d'un individu. Un individu, il est
très peu contrôlable, alors qu'une foule, à partir du moment donc il y a justement cette forme d'inertie, eh bien on peut plus facilement donc la contrôler, la maîtriser, même si parfois donc ça peut être assez difficile. Et là encore, nous pouvons utiliser des techniques. Donc là, je vais aborder donc des sujets que certains connaissent, comme Stan Weinstein, mais aussi donc de Ralph Nelson Elliott, puisque là, lui aussi, donc il va aborder donc d'autres sujets, qui va analyser donc un environnement de marché de foule, utiliser aussi les techniques de William Delbert Gann, qui lui aussi donc qui permet donc avec bon, les ganistes, il y en a assez peu, mais en même temps ça permet aussi donc d'avoir des convergences de niveau, et ces convergences de niveau permettent également de les trader, soit en support, soit en résistance. Et surtout les travaux de Leonardo Fibonacci, qui est très utilisé par beaucoup, et certains disent que c'est autoréalisateur, alors qu'en définitive on se rend compte que dans certains cas, les retracements de Fibonacci, s'ils sont autoréalisateurs en daily, parfois on se rend compte que ça fonctionne également très bien en intraday. Et là, très franchement, il y a quand même beaucoup moins de gens donc, qui vont faire des retracements donc, sur du 1 minute ou du 5 minutes. Donc on voit très bien que ça fonctionne en réalité. Donc certains diront qu'ils sont autoréalisateurs, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, mais je dirais qu'après les avoir testés et backtestés, ces approches n'ont rien d'ésotérique. Sauf que les personnes qui n'ont pas encore fait l'effort d'en découvrir les rouages peuvent, elles, donc donner un avis négatif. Si on se penche vraiment sur ce sujet, on se rend compte que ce sont peut-être des personnes qui ne savent pas forcément de quoi elles parlent. Et avant de critiquer, il faut déjà étudier le sujet. La portée des projections de ces mouvements peuvent également être calculées grâce à des projections issues de patterns, c'est-à-dire des biseaux, des triangles, des ETE, donc des épaules tête épaule, inversées ou classiques, des rectangles, etc. Tout comme l'interconnexion des places boursières qui ne forment qu'un seul marché cohérent, l'interconnexion des techniques fusionnées permettent d'aborder des réponses à des convictions plus solides. Alors c'est vrai que là je vous ai parlé de plusieurs techniques, mais je ne vous ai pas parlé de toutes. Maintenant je ne les connais pas toutes non plus. C'est vrai que j'essaye d'utiliser la plus vaste possible des approches sur plusieurs approches possibles, techniques possibles. Et de la même manière que les marchés qui sont interconnectés, j'essaie de connecter aussi donc les approches qui me permettent souvent de confirmer une approche technique avec une autre qui n'a absolument rien à voir. Et c'est ça même qui est amusant avec certains analystes comme Vincent, qui lui va utiliser des techniques qui sont presque même étrangères aux miennes, et on arrive au même objectif. C'est bien le constat donc en définitive, donc il y a vraiment donc une vraie efficience donc dans cette approche-là. Donc voilà, donc là c'est au niveau des cibles qui nous permettent donc avec ces moyens-là donc de pouvoir soit vendre des positions alors qu'on les a achetées au préalable, donc de prendre ces bénéfices, ou de les racheter donc quand on est en short comme actuellement sur le marché baissier dans lequel on est. Même si là actuellement on est en situation peut-être de dérive, de rebond ou de consolidation, on appellera ça comme on veut. Et enfin la cinquième étape, eh bien, celle qui revient d'ailleurs en quelque sorte à la première idée, celle que la certitude est sans doute la pire des faiblesses qu'un trader peut avoir ou doit avoir. Sa protection, d'après moi, c'est d'avoir conscience qu'il doit s'attendre à tout, à l'inattendu. Le doute est pour moi, est la première et la meilleure des protections contre l'échec total. S'enferrer au-delà de la raison motivée euh, par la peur ou la cupidité mène à la perte totale. Très souvent, c'est vrai que la cupidité, et j'en suis la première victime dans certains cas, et j'essaie de lutter contre, c'est un des travers que j'ai, et que nous avons peut-être tous. À partir du moment où on est des êtres humains, on devrait les avoir tous, eh bien on veut toujours gagner plus, et à un moment donné, il faut se raisonner en se disant non, mon objectif il est ici, il faut que je m'arrête à cet objectif. Et c'est vrai que repousser donc une limite en disant voilà, je peux peut-être grappiller 5 ou 10 points, donc voilà, 10, 15 ou 1000 euros de plus, fait qu'à un moment donné, donc, ce point haut, on ne l'attrape pas, le marché se retourne et donc une position gagnante devient perdante. De la même manière que la peur, c'est la même chose. À partir du moment donc, eh bien, le marché donc, est à la baisse, eh bien, on va se mettre donc, à vendre un marché alors qu'on est arrivé sur un creux. Je l'ai déjà fait, encore même récemment. Mais bon, l'important aussi, donc, c'est de pouvoir arriver donc, à jouer justement donc, avec ce money management et à limiter les effets.
Donc l'idée première est que l'actif échangé donc, était donc de la pure émotion. À notre tour, nous devons prendre conscience que trader ne rend personne supérieure à rien, ni à personne. Et d'après moi, donc, cela revient donc à trader face à sa propre image, le reflet donc de la propre image issue d'un miroir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va trader, eh bien, on est vraiment seul avec soi-même. Il faut qu'on arrive donc à s'analyser soi-même pour arriver donc. Alors l'idée donc d'avoir un coach, c'est sympa. Après, ça peut être son mari, ça peut être sa femme, ça peut être. Mais avoir une personne extérieure qui n'est pas forcément une personne qui connaît donc le marché en particulier. Toi personnellement, Moi c'est ma femme parce que ton coach personnel. oui, parce qu'à un moment donné, il faut avoir une personne qui forcément n'a pas forcément une idée de d'où va le marché. Ce n'est pas elle qui va dire si je dois acheter, si le pétrole va monter ou pas. Mais à un moment donné, un peu comme un boxeur qui est sur un ring, qui prend un knockdown et qui se remet sur ses jambes, il perd sa lucidité. Et à ce moment-là, donc, il faut qu'il y ait une personne extérieure en disant attends, ok, d'accord, tu t'es remis sur tes jambes, ça veut dire que tu as récupéré, donc, voilà, tu as fait une perte, mettons, de 1000 euros, tu as récupéré tes 1000 euros. Et bien à ce moment-là, donc, il est important que ce coach vous dise coupe ta position, voilà, prends une pause de 12 heures, une journée, mais à un moment donné, comme on perd cette lucidité-là, il faut qu'il y ait une personne extérieure qui vous dise ok, tu t'es refait, maintenant donc tu sors du marché et tu réanalyses. Parce que quand on reste dessus, c'est là où on risque de faire vraiment de partir vraiment sur un vrai chaos, alors qu'on a eu une première chance. Et donc ce coach peut être effectivement donc une personne extérieure et cette personne-là donc n'est pas nécessaire du tout qu'elle puisse connaître quelque chose en particulier sur les marchés. Simplement donc elle a une notion de comment elle vous connaît et c'est ça qui est important. Et nous-mêmes, on se connaît, mais pas assez bien parfois, parce qu'on part justement dans cette notion de surconfiance. Donc, nous avons arrivé à exploiter donc les fruits de l'analyse de comportement humain. Il convient de ne pas perdre de vue que nous sommes une partie intégrante de tout cet ensemble. Ma méthode donc est de refaire sans cesse ce que je crois savoir faire. Donc de répéter des choses que je sais faire, de remettre en question chaque jour et parfois donc plusieurs fois par jour, des opinions soi-disant solides. C'est vrai que j'ai des convictions, mais j'essaye donc de faire en sorte donc de remettre en question ces mêmes convictions-là, parce qu'à un moment donné, ces convictions peuvent devenir mes propres ennemis, donc je les remets en question, sans arrêt, sans arrêt. Donc de refaire inlassablement des constructions chaque semaine, donc constructions graphiques. Ces constructions graphiques, ce ne sont pas que des dessins, ce sont des approches sur des analyses, sur des sentiments. Et donc je les remets en question toujours pour à un moment donné peut-être me laisser surprendre par quelque chose qui m'aurait échappé. Et si j'arrive donc au même résultat, eh bien c'est tant mieux, c'est que d'après moi donc l'analyse elle est bonne. Petite parenthèse, ouais. Est-ce que tu peux inviter les auditeurs qui sont très attentifs à ta méthodologie à, pendant que tu expliques ta méthode, qu'ils n'hésitent pas à poser des questions que tu les liras après? Alors ce que vous pouvez faire aussi, bien sûr, comme disait Vincent, c'est de que vous posiez donc les questions, ou bien vous les notez sur un papier, et puis après vous me les donnez au fur et à mesure. C'est vrai que vous pouvez m'arrêter ou revenir sur des points comme vous le voulez. De toute façon, euh, je suis assez ouvert. J'aurais envie de dire que je n'ai pas forcément donc de base figée. De la même manière que le marché, lui, n'est pas figé et il est sans arrêt en mouvement. Eh bien, je suis moi-même donc ouvert donc à lire vos questions. La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est qu'il n'y a pas plusieurs façons d'enseigner ou d'expliquer ce que l'on fait, autrement que de le montrer. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec les talents du trading, donc le compte qui était mis en ligne, donc était un compte qui était en live. On écoute sagement. Euh, mais donc là, bon, j'ai remis mon compte à nouveau donc visuel en ligne, donc parce que j'ai envie que ce soit transparent. Je veux dire, quand on parle de quelque chose, il me semble qu'un analyste doit aussi se mettre en risque. Très souvent, donc, on fait des analyses, mais elles ne sont pas donc basées sur de l'espace-temps. Il est basé sur un prix. Dire que par exemple on va avoir un CAC qui va aller à 5000 n'a d'après moi pas beaucoup de sens à partir du moment donc on ne sait pas si ça sera dans un mois, dans un an ou dans 10 ans. C'est important pour moi donc de le cibler dans le temps, c'est-à-dire est-ce que c'est pour demain, dans une semaine. Bon. Et pour moi, l'analyse donc doit donc prendre ce risque. De toute façon, donc personne n'a toujours raison.
ni non plus n'a toujours tort. Tout le monde se trompe, bien sûr, et c'est d'ailleurs ce que l'on recherche, c'est encore une fois donc une approche humaine, mais aussi de la même manière qu'on apprend également par l'échec ou par l'erreur. Je pense que les personnes donc sont conscientes que quand on donne un avis, c'est un avis. La seule vérité, de toute façon, c'est toujours le marché qui le donne. C'est lui qui a de toute façon toujours raison. Même quand le marché a tort, de toute façon, c'est lui qui a raison. C'est comme les clients, c'est pareil. Et donc là, je vais ouvrir un compte chez FXCM très prochainement. Et j'ai demandé donc à ce qu'il soit donc mis en ligne euh, pour que les positions soient en live. Ainsi, ça permettra donc de voir de quelle manière. Encore une fois, ce n'est pas non plus un exemple, ce sera ce que je fais, mais il me semble que si on le fait, si on parle de quelque chose, eh bien on le met en application, on le montre, et encore une fois, donc la seule façon donc d'expliquer quelque chose, c'est de le montrer. Voilà. Je pense que c'est une bonne réflexion. Est-ce que c'est la conclusion de ta présentation ou il y a encore des choses à Je préciser? pense que c'est la conclusion de ma présentation. De la même manière qu'on est parents, à nos enfants, donc on peut leur expliquer ce que l'on veut, les enfants vont reproduire ce que l'on fait. Euh, ça peut paraître un peu pompeux, mais pour le trading, c'est pareil en fait. On peut avoir tous les discours que l'on veut. En définitive, la seule chose qui sera retenue, c'est ce qui est fait. Les paroles vraiment s'envolent et les actes seuls comptent. Et voilà. En plus, ça rime. Donc, c'est parfait. Alors, merci Noël. Donc, en effet, tu fais bien de rappeler. Une demi-heure. Et voilà, on a une demi-heure. Bon, ok. Ce qu'on va faire, j'ai posté quelques questions et tu vas pouvoir y répondre dans l'ordre. Donc déjà, les intervenants t'ont écouté de manière attentive. Merci pour cette présentation. En 20-25 minutes, tu as résumé ta méthodologie. C'est enregistré. Sachez aussi que ce sera mis à l'écrit. Donc ça, c'est une chose aussi à savoir. Première question de visiteur, est-ce que le fait d'avoir gagné un concours de trading, donc le concours de BFM, est-ce que ça a changé ta vision du trading et donc ta vie professionnelle? Est-ce que tu peux revenir voilà, juste sur ça, le fait d'avoir gagné et comment maintenant tu te projettes? Alors, le fait d'avoir gagné, déjà, j'ai été obligé de changer ma façon de trader puisque euh, j'ai dû monter en qualité parce que il fallait, on est dans une compétition, donc il fallait à un moment donné donc coller donc à quelque chose que je devais faire mieux. Donc j'ai mis en place donc un système de trading. J'en parlerai pas aujourd'hui, non pas que il y a un secret gardé, mais en même temps c'est toujours en cours de backtest, donc bon, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais encore une fois, quand je parle de backtest, alors je ne sais plus qui m'avait demandé qu'est-ce que j'entends par là. Un backtest, c'est quand quelque chose fonctionne. Pour moi, il faut avoir un niveau d'exigence très élevé pour après pouvoir en parler et pouvoir le définir comme étant un exemple. Il faut que ça fonctionne non pas pendant un mois, pendant 2 mois, mais pendant au moins 3 mois. Et là, pour l'instant, ce que je suis en train de faire, eh bien, je pourrais donc savoir si ça fonctionne donc le 31 mars. Sinon également, donc, on peut dire que ce niveau d'exigence donc, permet donc, de savoir comment ça fonctionne vraiment correctement au bout d'un an. Mais sinon là, la méthode, donc, c'est quasiment identique. Qu'est-ce que ça a changé au niveau de mon approche? Eh bien, c'est au niveau de la décision et du risque, où je fais donc, je laissais déjà porter mes positions avant, parce que c'est vrai que c'est un peu mon trait de marque de fabrique, où je laisse porter les positions assez, même si à un moment donné, donc, comme le disait Jean-Louis Cussac, euh, sur lequel je suis un fervent admirateur, eh bien, on gère des positions perdantes, c'est vrai, très très longtemps, très souvent, et à un moment donné, cette position perdante se transforme en position gagnante, parce que le scénario que l'on a mis en amont donc, fonctionne. Mais comme ça n'est pas donc une ligne droite, et le marché, on le sait bien, c'est tout sauf une ligne droite, à un moment donné, donc ça n'est pas parce que c'est invalidé. Alors après, le niveau d'invalidation, il faut arriver donc à bien le positionner, surtout en plus avec le training algorithmique, on voit donc comment ils font, parce que le training algorithmique, son but, excusez-moi, je pars un peu je passe d'un sujet à l'autre, ça peut paraître brouillon, mais en fin de compte, tout a du sens. Le training algorithmique est là pour aller chercher donc des liquidités
là où elles sont, c'est-à-dire au niveau des stops, stop loss, donc soit sur les shorters, soit sur les longueurs. Donc c'est ça leur rôle. C'est pour ça qu'il y a des mèches qui vont donc d'un bout à l'autre. C'est pas parce que le marché prend un sens, c'est parce qu'ils vont chercher donc les stops pour aller chercher donc cet argent pour les faire sauter. Eh bien, à partir de là, donc forcément les scénarios donc ne se valident pas. Ils sont en perte. Donc tenir cette position-là, si le scénario est correct, il ne faut pas non plus être absolument obtus. Si le marché donc vous prend un revers, il faut couper la position. Mais à partir du moment donc, où cette gestion est correcte et que le niveau de navalisation il est suffisamment éloigné, qu'on reste donc dans son scénario, on peut laisser porter la position pour qu'après donc elle se réalise. Voilà, donc la plupart du temps, effectivement, je suis assez d'accord avec Jean-Louis, donc on gère des positions perdantes, mais la plupart du temps, donc si le scénario est correct, elle devient gagnante dans 80% des cas, ce qui correspondait également donc à mon niveau de taux de réussite au niveau des trades. Alors Noël, une question. Tout à l'heure, Noël, tu as parlé de bientôt le fait que tu vas gérer un compte FXCM. Ce sera bien un compte réel, en tout cas. Oui, Voilà. ça sera un compte réel, tout à fait, ouais. Alors, question d'Alex, il y a pas mal de questions assez générales. Comment gérer un portefeuille quand on débute? À partir de quand, d'après toi, on n'est plus débutant? À partir de quand on peut se mettre à gérer un portefeuille action? Comment gérer le stress aussi? C'est assez. Peut-être que tu veux répondre à cette question. Comment gérer le stress? Bah déjà, il faut à mon avis donc avoir, pour gérer le stress, on va prendre un exemple. J'aime beaucoup utiliser les métaphores et je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre les choses beaucoup mieux. Quand on apprend à conduire, on a tous, enfin j'espère, hein, enfin j'espère. En tout cas, bon, beaucoup de personnes ici ont le permis et on sait très bien que le stress, la façon de conduire au tout début, même si on a le permis, ne veut pas dire qu'on ne sache conduire. On a certes le permis, mais quand on conduit, eh bien, il y a des à-coups, on fait grogner donc la boîte de vitesse parce que on pense à regarder le rétroviseur intérieur, extérieur avant de tourner. On pense également donc à ne pas freiner trop fort, à pas accélérer trop fort. Bon, ce qui fait qu'à ce moment-là, donc, on est axé sur une technique qui est balbutiante puisqu'on vient juste d'apprendre. Et donc, en définitive, on va acquérir de la confiance au fur et à mesure que l'on conduit. Et par la suite, donc, on pourra donc conduire de mieux en mieux, alors qu'on fera de moins en moins attention. Quand je dis attention, c'est qu'on pourra se permettre de mettre un CD. On pourra aussi, alors téléphoner, vaut mieux éviter, ce n'est pas autorisé, sauf avec le main libre, mais on pourra même parler avec son voisin. On pourra éventuellement fumer, ça n'est pas encore interdit pour les gens qui fument en voiture. Bref, on peut faire des tas de choses. Et là, à ce moment-là, on commence à conduire d'une façon parfaite. Alors, à quel moment on n'est plus débutant? C'est pareil. On n'est plus débutant à partir du moment donc, où on ne se pose plus la question, euh, on ne se pose plus la question de savoir ce que l'on fait, comment on le fait, est-ce qu'on fait bien. Simplement, c'est quand on a des convictions sur une approche. Encore une fois, après, peu importe l'approche que vous avez, elle peut être fondamentale, ou elle peut être technique, elle peut être, je ne sais pas, même ésotérique, pourquoi pas, mais l'important c'est d'avoir confiance en ce que l'on a et prendre une position et puis ne pas être peut-être gourmand également au début peut-être. Faire en sorte donc de faire des bénéfices et puis après peut-être après de laisser porter les positions au fur et à mesure pour prendre de plus en plus de bénéfices. Mais je pense qu'il faut, voilà, je pense que la similarité avec le fait de conduire une voiture peut correspondre avec le fait de conduire un compte de gestion. Comment avez-vous un site web ou un compte Twitter où je peux vous suivre? Oui, j'ai un compte Twitter, oui, c'est Noël Trading, @Noël Trading. Euh, ouais, @Noël Trading, ouais. Et pour le site, d'ailleurs, il y a mon fils qui est à la Sorbonne ce matin qui présente pour son thème. Il a pris donc justement le fait de créer donc un site. Donc il est en train de le faire. Il passe ce matin. Il va te noter d'ailleurs du reste dessus. Donc Romain et donc il va, bah voilà. Donc je vais pouvoir utiliser donc ce site prochainement. Même si j'en ai un actuellement, mais celui-ci sera beaucoup plus adapté. Ah, tu vas continuer de lire les questions. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, celle-ci? Le CAC est-il plus simple à apprivoiser que le DAX pour un débutant? Oui, sans doute. D'ailleurs, c'est principalement l'indice que je trade beaucoup plus que le DAX.
Donc en fait, c'est pas une question d'être débutant ou pas, c'est le fait qu'effectivement le DAX, pour différentes raisons, il est beaucoup plus volatile et de tout temps. Alors, dans un marché qui est peu volatile, c'est intéressant. Dans un marché qui est très volatile, j'aurais envie de dire que c'est... Voilà, à un moment donné, donc, quand on fait donc peut-être 500 points dans une journée, ce serait peut-être un peu plus sympa de prendre quelque chose d'un peu moins violent. Donc je pense qu'actuellement, donc le cas qui serait un peu plus adapté pour quelqu'un qui débute que le DAX. Alors, JP Trade, donc bonjour, bravo pour votre performance, merci. Quand vous nous parlez d'invalidation de votre scénario, sur quels critères vous basez-vous? Niveau de prix ou d'indicateur, ou accordez-vous plus d'importance au feeling? Le feeling, à mon avis, hein, il faut vraiment le bannir. De la même manière que quelqu'un qui, j'ai même des amis avec qui, bon, c'est un peu chaud parfois quand on discute, mais quand il me dit j'ai l'intuition d'eux, franchement, il faut bannir ça. Il faut bannir l'intuition, c'est certainement le pire des ennemis que l'on peut avoir. Il ne faut pas être intuitif. Parce que l'intuition peut être bonne et à ce moment-là ça vous met en confiance, on se dit bon bah voilà c'est bon ça marche et donc je suis voyant, mais non, il n'y a pas de voyant. Donc voilà. Non, c'est vraiment technique. Alors, le problème avec le trading algorithmique, c'est qu'ils vont aller chercher des stops qui parfois donc vont dépasser des niveaux d'invalidation. Mais comme ce sont des mèches, ils vont invalider donc au travers d'une mèche. Si on prend par exemple une approche Ourli, c'est-à-dire en 1 heure. Or, la clôture fait que, en définitive, c'est pas invalidé. Donc, c'est la mèche qui vous a fait sauter votre stop. Donc, c'est d'ailleurs pour ça également. Donc, je peux aussi encore citer Jean-Louis. C'est vraiment une référence, hein, Jean-Louis Cussac. Il faut la mettre loin, assez loin. Après, il ne faut pas la mettre non plus trop loin, parce que quand à un moment donné on met un stop et que, je sais pas, vous avez engagé, je sais pas, 1000 euros et que en définitive votre stop vous mange la moitié de votre engagement, c'est un peu dommage. Bon, c'est assez difficile quand même de dire à quel niveau. Logiquement, quand on prend, bon, je vais prendre un exemple concret. Quand on a un biseau ascendant à connotation baissière, voilà, donc Vincent peut le faire peut-être ici, là, en 4 heures. On va faire un biseau ici. C'est le piège. Voilà, c'est le piège. Voilà, donc Pas la grosse figure assis. voilà, donc là, voilà, Vincent vient de faire donc un biseau ascendant. Je pense que vous l'avez vu sur le graphique. C'est celui que j'aurais fait aussi, hein, grosso modo. Bon, eh bien, là, par exemple, aujourd'hui, mettons, voilà, on est baissier. Bon, eh bien, on pourrait très bien dire, eh bien, je vais donc mettre un short, mettons, à 4409. Voilà, cas d'hypothèse. C'est le niveau. Bon, il n'est pas forcément bien dessiné, excusez-moi, Vincent. Voilà, vite fait. Mais mettons, on va dire qu'il est bien dessiné, donc on met un short à 4409. Ça veut dire qu'on pourrait donc très bien mettre un stop, bah, l'heure d'après, enfin c'est du 4 heures, donc au-dessus donc de cette oblique là, donc à 4411. Bon, le problème, c'est que déjà, on n'est pas sûr que cette oblique soit bonne. Elle peut être fausse. Parce que le biseau... je peux dessiner là? Oui, petit de trait. Peut-être qu'il ne peut avoir aucun visuel. Voilà. Alors que bon, le biseau, c'est peut-être pas celui-là. Oui, parce que c'est ça le problème. C'est que... il n'y a peut-être même pas de biseau du tout. C'est peut-être celui-ci. Voilà. Alors je refais. Une espèce de canal qui pourrait. C'est bon là? Je suis OK? Oui, ok. Voilà. Et peut-être que le biseau, il est là. Voilà. Donc c'est assez compliqué à partir de là. Donc il faut après chercher, d'après moi, des niveaux plutôt statiques. Et donc les niveaux statiques d'invalidation de ce short. Eh bien, on voit bien qu'ici, il y a un niveau d'inversion de polarité, par exemple sur le plus bas du 14 décembre 2015. D'après toi, ce serait ça la ligne Oui, du potentiel oui, creux. tout à fait. Pour moi, donc, ça serait donc ce niveau-là qu'il faudrait viser au niveau de l'invalidation. Si on le dépasse, Voilà, bon, c'est un cas concret. Bon, bah, c'est très très bien, JP, donc comme ça on peut parler donc, de cas très très concrets. Donc pour moi, c'est un niveau d'inversion de polarité. Ça fait aussi partie de mes bases d'approche, l'inversion de polarité. C'est-à-dire qu'une polarité, ici, on voit bien qu'elle est support. Sur le 14 décembre à 14 heures, donc on est à 4465, c'est un support. De la même manière qu'on voit ici, quand on en arrive à ce niveau donc, du 6 janvier 2016, on voit très bien que passé ce niveau-là, on a une grande bougie baissière qui fait qu'elle valide vraiment que ce support-là a été cassé. Ça le valide d'autant mieux, alors je peux le dire après, forcément c'est facile de le dire après, journaliste, il commande toujours les événements après, donc c'est un peu ce que je fais là, pardon, mais je l'aurais fait avant de toute façon. Mais bon, là je peux en parler. Donc là on voit que le niveau de polarité donc, devient non plus support mais résistance. Donc il s'est inversé, c'est une inversion de polarité.
Et là, ici, on a un plus haut, donc qui est à, je vois pas où il est le prix, là, le prix du plus haut. Bon, il est à 4400. Tu veux l'information, Hmm. tu fais ça. Tu vas sur la bougie, tu cliques et tu D'accord. fais l'information. Donc le plus haut donc était donc sur 4466. voilà. Donc là on a l'inversion de polarité. Donc là ça veut dire aussi qu'on a des mèches. Donc si on devait mettre donc un niveau d'inversion de polarité avec un niveau de Ouais, mais c'est stop, plutôt au niveau horizontal. ouais, un niveau de stop, eh bien moi je le mettrais au-dessus de cette mèche parce qu'on peut très bien mêcher aussi. On peut faire croire justement que c'est invalidé. Et donc on peut aussi mêcher, donc à ce moment-là, moi mon stop, je le mettrais idéalement je le mettrais là, donc à 4500. Mais après ça fait loin, hein, c'est sûr. Mais enfin, voilà quoi, j'irais, il faut quand même forcément choisir donc des niveaux qui permettent d'éviter donc d'être chassé. La chasse au Le stop, piège. c'est le Le piège, piège intraday, quoi. carrément. Et donc voilà, je le mettrais là. Bon, mais là pour le coup, je ne rentrerai pas dans un dans un short. Pourquoi? Parce qu'il me semble que cette structure, c'est une structure d'épaule tête épaule, qui est d'après moi une structure de Inversé. creux, inversée, pardon, épaule tête épaule inversée, qui est une structure haussière, qui est une structure de creux. Et ces biseaux qui seraient tentés d'être des biseaux baissiers sont en fin de compte, ce seraient plutôt des épaules. En tout cas, ce sont des structures de consolidation, des structures de congestion. Et comme toute structure de congestion, c'est la sortie qui importe. Donc voilà. Donc j'aurais envie de dire qu'en tout cas ce que l'on voit c'est qu'il y a les ranges qui vont de moins en moins, d'une façon de moins en moins grande, donc elles vont vers un corner, et c'est plutôt la sortie donc de ce niveau donc de volatilité qui s'amoindrit qu'il faudra à mon avis trader. Donc globalement, j'aurais envie de dire que si je devais faire un trade sécure, eh bien je ne traderais pas à l'intérieur de cela. Si je voulais vraiment avoir un trade qui serait proche des 90% de réussite, je traderais plutôt la sortie, c'est-à-dire donc au-delà de 4468. Donc ça veut dire que là on restera en dehors du marché, ça irait contre ce que je disais tout à l'heure, un trader est all-weather. Mais après tout dépend, si on est débutant et qu'on veut faire un trade sécure, eh bien je traderai donc la clôture au-dessus de 4468 ou la clôture qui descendrait en dessous des plus bas, donc des épaules, qui invaliderait ces épaules et qui serait donc peut-être au niveau des 4280. Voilà. Ishimoku, ça te parle? Il y a quelques questions. Oui, Est-ce que tu oui, l'utilises ou pas? oui, un petit peu d'Ishimoku. Je suis pas un spécialiste. Je m'intéresse à toutes les techniques. C'est sympa l'Ishimoku parce que, excusez-moi, je veux pas dénigrer, hein, mais simplement je trouve que ça simplifie beaucoup les choses. Et pour des personnes qui n'ont pas forcément de notions techniques, parce que c'est vrai que quand on commence à aborder Weinstein ou Gann, ça devient vite indigeste, ou Elliott, pareil. Par contre, Ishimoku, ça nous permet donc d'avoir une approche, j'aurais envie de dire, c'est un peu de l'analyse technique en kit, et c'est assez sympa. Non, je sais pas, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Donc ouais, Ishimoku, voilà, ça me paraît pas mal. Après, donc on peut aborder, après, quand on fait Ishimoku, après on peut aborder après d'autres sujets, plus cossus, excusez-moi du terme, mais plus compliqués. Je traderais, donc c'est pris ce matin, si tu regardes cette question, et rappeler que c'est vraiment cet après-midi pour le pays US qu'on va se Oui, alors cet lancer. après-midi, c'est cet après-midi que l'on va faire des trades sur des positions, enfin réelles, je ne sais pas si on peut appeler de réelles, puisque le compte ne sera pas ouvert aujourd'hui. Euh, mais ça va être vraiment donc dans la fournaise du PIB US bah, que comment dire, l'événement de notre rencontre de cet après-midi va se faire. Ah, bon, de toute façon, je suis assez habitué donc aux situations extrêmes, puisque dans les talents du trading, on a eu 9 semaines de folie. Euh, 9 semaines de stress ou. de stress, oui, c'est sûr que c'était pas forcément non plus une partie, c'était pas les vacances
quoique j'allais dire de Monsieur Bean, parce que c'était assez stressant quand même, son film. Non, mais je veux dire par là que voilà, c'était vraiment pas du tout, donc on n'était pas donc sur la Côte d'Azur avec les doigts de pied en éventail, c'est vrai qu'on était quand même au feu quoi. Mais bon, de toute façon, il faut réagir à toute situation. Quelle unité de temps est la meilleure pour trader? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de meilleure unité. Personnellement, quand je trade, j'utilise en permanence 4 unités, euh, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. Donc ça, Et c'est l'horizon de temps le plus élevé. non, 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 après je regarde aussi du 2 heures, du 4 heures, du daily évidemment, et après je fais même de la fusion de jours parfois. Mais là, je m'y référais un peu moins. Je vais avoir en tête une situation particulière. Après, si je veux rentrer donc sur un niveau, plus je vais vouloir rentrer précisément, plus je vais descendre dans les unités de temps. Euh, Quoique, quand je vais descendre en 1 minute, ce ne sera pas pour voir la forme des bougies, puisque j'utilise les bougies. Salut Noël. C'est qui ça? Oui, donc c'est surtout sur la forme, hein, la forme des structures. C'est la forme qui va donc me donner donc une information. Les bougies en tant que telles n'ont aucun sens en 1 minute. C'est une question si tu veux la dire. Est-il forcément nécessaire d'utiliser une technique compliquée quand il est possible de simplifier? Comme dans la sommellerie, on peut choisir entre deux options, faire un commentaire technique pour deux initiés ou essayer d'intéresser le plus grand nombre. Est-il forcément utiliser des techniques compliquées? Pour ma part, non. On peut être très simple pour, euh, pour trader et pour utiliser des techniques. Ça m'arrive parfois, quand je n'ai pas de graphique sous les yeux, de faire ce que l'on appelle du tape reading, donc de lire le carnet d'ordre. Et on peut trader simplement sur le carnet d'ordre. Donc c'est vraiment très simple. Après, il y a des personnes qui sont spécialistes de ça. Et quand je n'ai rien d'autre, eh bien ça m'arrive donc de faire ça. Je crois qu'il faut enfin s'adapter à toutes les situations. Donc on peut vraiment aller du très simple. Après, très compliqué, oui, on peut utiliser 50 oscillateurs, euh, 10 moyennes mobiles, exponentielles, simples. À un moment donné, bon, après ça devient une usine à gaz, mais après tout, l'important c'est qu'on se sente bien dans sa technique. Moi, je ne critique absolument aucune technique. Elles sont toutes bonnes dès lors qu'elles correspondent à une personne. De la même manière qu'on va se mettre en couple avec quelqu'un et la personne qui est avec vous vous convient, il est très probable qu'elle ne convienne pas à une autre personne avec qui vous êtes. Et les techniques, c'est pareil. En définitive, il faut qu'elles vous conviennent à vous. Et si elles ne conviennent pas à quelqu'un d'autre, eh bien, on s'en fiche royalement. L'important, c'est que ça vous convienne à vous. Voilà. Donc, que ce soit très simple ou très compliqué, si vous vous sentez bien avec, c'est merveilleux. Une bonne réponse, bien complète. Alors, je ne sais pas si tu vas avoir le temps vraiment d'expliquer ça. Est-ce que tu peux lire cette question? Un exemple avec l'utilisation de la technique de Gann. Alors Gann donc utilise donc un exemple, hein. On a par exemple le cas qui était en 2000 de mémoire à Alors, 6977. GANN, C'est GANN. Oui, c'est pas Vincent Gann, oui, 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 c'est un autre, hein. Et c'était peut-être un ancêtre, je ne sais pas. il, il a rajouté un E peut-être. Donc, et donc on divise après, donc il y a plusieurs niveaux donc de 50%, 33%, 25%, où on va donc diviser donc entre les plus hauts et les plus bas. Donc par exemple on peut prendre donc des niveaux de gamme, je sais pas, entre 1977 et 2348 ou 46, je sais plus, qui était le plus bas de mars 2009. Et donc on prend les 50% et là on a un niveau. Après donc on va prendre un autre sommet à une autre période et on va avoir un autre niveau de 50 ou 33%. éventail de GAN, on va dire ça Voilà. de GAN. Mais là, je donne donc les grandes lignes, hein. Et donc après, quand on va avoir des convergences de Gann, et bien cette convergence, quand on va comparer plusieurs sommets avec plusieurs niveaux de ratio de retracement, enfin de ratio de Gann, quand on a ces points de convergence, on va considérer que ce niveau-là est un point donc dur de support ou de résistance, et on va pouvoir le trader. Hein, tu as déjà vu ce niveau-là, ce sujet-là? Moi, j'ai jamais utilisé GAN, Et bah Gann, justement, en GANN. plus, voilà. Je n'y arrive pas. Ouais. Ah, je rigole. Simplement, voilà, c'est simplement donc des convergences qui sont. Bon, après, il y a d'autres approches, hein, mais la plus classique, c'est celle-ci. Il y a des questions très générales. Quel signal attendez-vous pour prendre une position de trading?
Tu peux rappeler en effet à nos auditeurs qui sont très impatients que le dernier acte permettra d'appuyer sur le bouton la décision de trade. Ce paramétrage-là, c'est quelque chose de très fin. On en parlera cet après-midi. Mm. Il y a beaucoup d'impatience. Oui, pour prendre une décision, déjà, il ne faut pas regretter quand on a pris une décision, parce qu'il est très probable qu'au moment où on a pris la décision, bah, elle se retrouve tout de suite perdante. Et ça, c'est très frustrant, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi à moi. Et là, on se dit, voilà, et zut, pour être poli. Bon, c'est comme ça. Après, si vous voulez vraiment être sûr de votre coup, excusez-moi, mais il y a un moyen, enfin, qui me paraît simple. On pourra le backtester si vous voulez, hein. Si vraiment on veut être sûr de faire un trade gagnant tout de suite, et qu'il soit vraiment gagnant tout de suite, vous utilisez la DX avec le DMI, donc avec le Directional Movement. Et lorsque vous avez donc une tendance qui devient très forte, c'est-à-dire que la tendance donc passe, mettons, de 10 avec un ADX à 10 et qui passe les 25 et qui commence à monter à 25, 30, 35. Ça veut dire qu'on vient en forte tendance. Et à ce moment-là, eh bien, et que vous couplez avec des bandes Bollinger, bon, ils n'y sont pas, et que vous rentrez dans une bulle, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre donc d'acheter des sommets parce qu'il est très probable que vous ayez donc des sommets successifs et que la tendance va continuer donc à vous porter tant que justement donc ce niveau d'ADX donc va monter. Mais cet ADX là, je sais pas, il marche pas bien ça. Alors, on peut paramétrer. Il est sur 14 C'est du périodes 15 d'accord. minutes, non, il faudrait passer plutôt. Il faut qu'on rentre dans une bulle en fait. D'accord. Il faudrait qu'on soit donc en 1 heure par exemple. Alors, on va se mettre Peut-être. sur une heure. Ouais. Enfin, ouais. Il est sur 14 fois 14 heures, tu veux que je change? Non, mais je l'ai paramétré cet après-midi, je regardera. Ok. On regardera. Parce que là, c'est un peu. Je sais pas c'est quoi. Bon, toujours est-il, voilà. Bon, on va regarder quel ADX utiliser, quel DMI. Mais l'important, c'est que quand on arrive à coupler une tendance qui devient forte et qui s'enchaîne les unes aux autres, hein, et bien là, on peut donc se permettre donc de rentrer, pas forcément fort, mais disons que le trade est facile. Bon, des situations comme ça, il n'y en a quand même pas beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on est plus en dérive qu'autre chose. Donc là, le ADX n'a pas de sens. Donc, bon. Mais quand on est vraiment dans du directionnel puissant, bon là on peut se permettre, donc ou bien quand on est à la baisse, on peut se permettre de vendre, mais ça dure assez peu de temps, hein, parce qu'une bulle, comme le dit son nom, une bulle ne dure pas très longtemps. Il est très agréable d'entendre vos analyses. J'ai perdu le fil. Ah. Simple, sans prétention, avec beaucoup de plaisir. Super. Ça devrait. Merci beaucoup, Brown Tati. C'est gentil. Alors, disons que j'essaye d'être voilà, comme j'aimerais qu'on soit avec moi. En fin de compte, je fais aux autres que j'ai envie qu'on me fasse. Donc, si on m'avait parlé comme ça, ou si on me parle comme ça, certaines personnes me parlent comme ça. C'est une fille d'Alaska. Euh, voilà, donc je parle de la même manière que j'aimerais donc on s'exprime avec moi-même. Est à peine visible, mettez en noir. Oui, non, mais là, je ne sais pas ce que. Il faudra que je regarde les paramètres de cet ADX. Je regarderai avec mes outils pour voir ce que l'on peut. Voilà, j'essaierai de vous montrer une situation particulière et vous verrez. Je vais travailler dessus tout à l'heure avec Vincent euh, pour vous montrer une situation où effectivement on peut rentrer. Mais bon, ces situations-là, alors justement, là dans ces cas-là, ça implique le fait qu'on reste en dehors du marché longtemps, qu'on attende la situation qui se présente, et quand elle se présente, il faut effectivement l'utiliser. Mais un peu comme un chasseur, on peut rester à l'affût pendant plusieurs jours avant de voir passer, même si je ne suis pas chasseur moi-même, parce que moi les animaux je préfère les regarder que les tuer. Mais bon, en même temps, voilà, donc c'est un peu l'idée, on est à l'affût pendant longtemps sans rien avoir à se mettre sous la dent. Là c'est pareil, le marché, donc, bon, en fait on est chasseur de mouvement. Quand le mouvement arrive, eh bien il faut être prêt. Bon, parfois on est Ouais, surpris, faut être patient aussi, il faut être patient. Ça dépend en fait. Un scalper, lui va descendre dans les unités de temps, va venir en unité 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Et donc, en fin de compte, comme un fractal, hein, puisque on en parlait avec Sylvain, je vous mettrai au défi de prendre un indice. Vous enlevez les prix, vous enlevez le niveau de temps, je vous le présente,
c'est très difficile donc de savoir s'il est en mensuel ou s'il est en 1 minute. C'est même impossible du reste. Et pourtant, je disais à Sylvain, on peut très bien, moi je pourrais très bien retrouver donc la configuration annuelle entre 2000 et actuellement sur le CAC, donc de 6900 à aujourd'hui. Euh, Par exemple, on peut le mettre en daily. Eh bien, je suis persuadé que je peux trouver la même configuration en 1 minute, exactement la même, parce que ce sont des situations fractales qui se représentent. Bon, donc ça veut dire que ces situations-là se représentent. Donc il faut effectivement donc être patient. Maintenant, un trader intraday, lui, il peut rentrer sur euh, n'importe quelle structure, parce que, et à ce moment-là, lui, il va utiliser autre chose de très très simple. Merci. Il va utiliser des choses très très simples comme des patterns. Lui, il va pas s'embêter avec des oscillateurs, avec des moyennes mobiles. Lui, il va utiliser que des patterns. Donc des triangles, des biseaux, euh, des structures en ligne de coup. Et il va franchir et il va rentrer dessus, quoi. Voilà, il va vraiment simplifier. C'est ça en fait, un trader futur. Il va utiliser principalement ça. Après, chacun va utiliser donc suivant donc son approche. Oui, voilà. Voilà. Donc il est 10 heures, voilà, donc bah, ça passait très très vite. Merci pour votre écoute. J'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est la première fois donc je vous parle comme cela. J'espère ne pas vous avoir trop barbé avec des et puis des tics, parce que j'en ai avoir des tonnes. Désolé, je ne maîtrise pas. Et en même temps, donc pour avoir un discours sincère. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Je vous repasse Vincent. Au revoir. Merci Noël Clément, merci à tous d'avoir posé beaucoup de questions. Alors ce matin on a présenté la méthode de day trading de Noël, sa psychologie, voilà, il vous a parlé de lui, c'est important et de présenter le personnage. Cet après-midi entre 14h et 15h30, cette fois-ci on se concentrera sur le trading, le day trading, voilà, concrètement est-ce qu'on pourra agir ou pas sans se forcer, avec un élément de volatilité qui sera le PIB américain. Je quitte le live tout de suite et je cède la parole à Adrian Raymond. Vous vous souvenez, je pense pour la plupart d'Adrian Raymond, ancien analyste senior FXM France, qui va venir vous présenter ses meilleures stratégies pour 2016. Vous parlez du dollar américain. Adrian, c'est à toi de prendre la parole. Actualisez la page et d'ici 1 à 2 minutes, c'est Adrian qui sera avec vous. Merci à tous et à tout à l'heure.